Bonsoir à tous, bienvenue pour ces rencontres sociales Toscaloupe, l'hémicycle. On va parler d'un sujet vraiment dans l'actualité, le paritarisme. Alors le paritarisme, bon évidemment les invités que je vais vous présenter savent par cœur ce que c'est, mais pour ceux qui ne le savent pas et qui nous suivent en direct, je rappelle que le paritarisme ça désigne deux choses, la gouvernance du secteur de protection sociale, alors la retraite bien sûr, la santé, le chômage, la formation professionnelle, confiée de manière égale aux entreprises, les syndicats patronaux et bien sûr aux syndicats salariés, mais c'est aussi un processus d'élaboration et de négociation de la norme sociale. C'est évidemment important de le rappeler. Alors, si on devait camper le décor, on pourrait dire que avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce paritarisme aura parfois été montré du doigt de manière implicite ou explicite, parfois même critiqué, mais vous allez le voir, c'est important, rien finalement ne remplace le paritarisme. Le financement fiscalisé de la santé et du chômage ont permis à une universalisation des couvertures. Alors quand tout le monde est couvert, les partenaires sociaux centrés sur les salariés ne traitent pas l'ensemble de la population et perdent parfois, c'est aussi un sujet, en légitimité. Ce profil alors, ce que certains redoutent, ce que d'autres souhaitent, c'est l'étatisation finalement du champ social. Et dans la deuxième partie évidemment de cette émission, on parlera de cette nouvelle tentative, parce qu'il y a déjà eu le cas sur l'UNEDIC, sur le RSI. On parlera bien sûr du flux des stocks d'argent gérés par l'Agirc-Arrco, les régimes complémentaires, avec tout le débat politique en cours en ce moment. Vous avez peut-être vu que de la CGT au MEDEF, on s'oppose à ce que la trésorerie, les flux de cotisation partent ailleurs, dans les caisses de l'URSSAF par exemple. Mais du MEDEF à la CGT, on est contre. Le Sénat lui-même a voté à une écrasante majorité contre cette tentative de captation, j'assume le terme. Donc c'est de tout ça dont on va débattre. Mes invités, je vous les présente. Je vais commencer par Madame Pisa, Brigitte Pisa, vice-présidente de la Fédération Agirc-Arrco. Je viens de parler de vous, mais également présidente encore pour quelques mois de l'Association européenne des institutions paritaires. Madame Pisa, soyez la bienvenue. Merci. Alors, Éric Chevet, le vice-président de la CPME. Monsieur le vice-président, soyez le bienvenu. Maxime Dumont, conseiller confédéral à la CFTC. Soyez évidemment le bienvenu aussi. Merci. Et puis Michel Monnier, membre du think tank CRAPS, on l'appelle comme ça. Mais c'est aussi pour ça que vous êtes là, mon cher Michel, ancien directeur général adjoint de l'UNEDIC. Bon, il y a eu aussi à l'UNEDIC, à une autre période, pas mal de choses à dire qui pourront peut-être éclairer le débat qui enfle autour de la trésorerie, du stock et des flux de l'Agirc-Arrco. Et puis Jean-François Foucard, secrétaire national CFE-CGC. Monsieur le secrétaire national, soyez le bienvenu. Alors je vais commencer tout de suite avec vous, Monsieur Chevet. J'allais dire Monsieur Négociation. Monsieur Négociation. Alors je disais, ce premier quinquennat... Bon, certains ont voulu mettre de côté le paritarisme, les syndicats à une autre époque, et puis d'autres, peut-être, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ont apporté des critiques explicites, implicites. Enfin bon, on sentait que c'était pas forcément, j'allais dire, sa came au président de la République. Et pourtant, vous êtes parvenu, après quoi, 5 ans de négociations, de discussions, à signer un accord national interprofessionnel. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en œuvre. C'était en avril de cette année 2022. En avril 2022. Oui, je pense que vous avez raison. Vous avez rappelé un peu d'historique au départ. Il faut rappeler quand même que le paritarisme, c'est la construction du modèle de protection sociale qu'on connaît aujourd'hui, du moins les bases, et qui ont évolué. Et c'était donc les partenaires sociaux, c'est-à-dire les patrons d'un côté et les syndicats de salariés de l'autre, qui ont petit à petit construit l'ensemble de notre protection sociale. Il y a eu la première étape Juppé où déjà l'État intervient maintenant massivement dans le domaine de la sécurité sociale, dans les 4 branches. Et puis, nouvelle étape avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, où là, on s'interroge aussi, et notamment sur l'UNEDIC, puisque sur l'assurance chômage arrive l'État tout-puissant qui supprime la part salariée, introduit de la CSG à la place donc de la fiscalité, à la place d'une cotisation. Je rappelle que le paritarisme, c'est on se met d'accord pour gérer une prestation ensemble financée par les entreprises et les salariés. Alors, Monsieur Chevet, je voudrais vous rappeler une phrase que vous citez souvent et vous poser une question. Vous dites souvent, alors sauf si je me trompe, pour la CPME, l'État ne peut pas et ne doit pas tout faire. Oui, l'État ne peut pas et ne doit pas tout faire.
C'est essentiel, pourquoi? Parce qu'effectivement, face à cette déstabilisation Juppé-Macron, on pouvait se dire, après tout, on confie les clés du camion à l'État et puis il va nous gérer toute la protection sociale. Nous, on pense que c'est pas bien de faire ça parce que ça n'est pas un modèle qui laisse la place à la contractualisation qui est absolument indispensable de notre point de vue. Contractualisation qui vient en supplément de la protection sociale de solidarité que l'on doit à l'ensemble des concitoyens. Mais il nous semble que pour responsabiliser, pour impliquer, pour faire en sorte que, après tout, l'espace du contrat aussi en France mérite d'exister, eh bien, il est nécessaire de laisser, au-delà de la solidarité, un espace de contractualisation. Contractualisation individuelle ou collective. Et si c'est collectif, c'est les partenaires sociaux qui le prennent. Je citais en exemple l'ANI, cet accord national interprofessionnel, qui peut-être trace la route d'une certaine modernisation dans ce dialogue-là. Alors ma question, elle est très simple, c'est en quoi cette modernisation, je peux l'appeler comme ça, elle est porteuse d'un processus nouveau de négociation? Alors c'est vrai qu'on était un peu au bout du système, on était très attaqués, et donc à la CPME, nous avons, dès le début du quinquennat, parce que c'est un quinquennat d'Emmanuel Macron, essayé de monter un modèle nouveau du paritarisme. Et on a défendu effectivement une réforme du paritarisme axée sur 3 grands principes, qui étaient un principe d'indépendance, c'est-à-dire couper le lien avec l'État quand on gère quelque chose, dire que voilà, on va le gérer, on crée nos cotisations, on gère notre prestation ensemble, c'est-à-dire qu'on coupe le lien, ça veut dire qu'aussi qu'on se sépare de la garantie éventuelle sur de la dette. Deuxièmement, le principe de responsabilité, c'est-à-dire que en fait, dès lors qu'on est indépendant, il faut pouvoir avoir des modèles qui nous permettent de maintenir un équilibre de long terme. Donc comment on fait pour maintenir cet équilibre de long terme? Troisième point, c'est la transparence qui a été évidemment un caillou dans la chaussure du paritarisme pendant longtemps, mais qui maintenant, avec la GFPN, l'association de gestion des fonds du paritarisme, est aujourd'hui beaucoup plus clair. 1 euro dépensé, c'est 1 euro justifié. Et donc maintenant, on a, grâce à cet accord sur le paritarisme, on a reposé des bases qui sont, à mon avis, qui sont potentiellement intéressantes pour pouvoir reconstruire de nouvelles prestations. Monsieur Chevet, j'ai parlé du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec la structure dont vous venez de parler, plus moderne, plus éclairante, les leçons du premier quinquennat auront été retenues pour le second quinquennat, en matière de paritarisme évidemment? On espère, on est sûr de rien, parce qu'il faut convaincre aussi l'État, qui est parfois tout puissant, de nous laisser notre place. Ce qu'on est sûr maintenant, c'est qu'on s'est mis d'accord à 8, enfin 7 peut-être, parce que je crois que la CGT n'a pas dû signer, mais on s'est mis d'accord à 7 pour avoir une approche du paritarisme qui est maintenant clairement établie dans un accord national interprofessionnel. L'agenda autonome, qu'on va discuter tous les mois de janvier à partir de maintenant, c'est quelque chose qui est très construit, qui est très organisé. Et je peux vous dire que les négociations auxquelles je participe aujourd'hui, comme l'assurance, la 4MP, enfin, l'accident du travail, maladie professionnelle, ou sur le partage de la valeur, la dernière là, eh bien, elles sont très organisées, beaucoup plus organisées que ce qu'elles l'étaient avant, quand j'ai discuté, par exemple, sur la santé au travail ou sur l'encadrement. Vraiment, on a construit petit à petit une méthode d'approche du paritarisme qui est toute nouvelle, qui est dans cet accord et que petit à petit, on applique. Alors, on n'est pas encore au bout, ça fait jamais que quelques mois qu'on a signé cet accord, mais peut-être que ça nous donne l'accueil est une bon légitimité. du côté du pouvoir, de l'État. Je pense que ça permet de renforcer notre légitimité sur les sujets qui nous intéressent, à prendre nos responsabilités et les assumer ensemble. Merci, Monsieur Chevet. Je vais me tourner vers Monsieur Foucard, secrétaire national CFE-CGC. Alors vous avez une spécialité, j'allais dire, vous êtes un peu le monsieur formation. Là, il y avait le monsieur négociation. Vous avez ce rôle-là important et vous êtes reconnu pour ça au sein de votre syndicat. Alors, je lisais, pour la CFE-CGC, le paritarisme de négociation et de gestion fera la preuve de son utilité que si et seulement si il répond à un besoin essentiel de la nation. Donc ma question est très simple. Quoi de plus central aujourd'hui que le sujet des compétences, de la manœuvre salariée et de la transition professionnelle, donc du rôle de la formation professionnelle? Merci. Effectivement, pour nous, le paritarisme s'est construit par rapport à des besoins. Donc à un moment donné, il y a eu le problème de la retraite. Après, il y a eu le problème
du chômage. Donc on a construit ensemble. Ce qui est important de voir, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté commune de le faire. Nous, depuis 2017, sur la négociation de 2017-2018 sur la formation professionnelle, nous avions dit que ce qui était important, avant l'apprentissage, c'était la transition professionnelle par rapport au choc qu'on allait avoir. Dans la transition professionnelle, M. Foucard, vous mettez jusque y compris la formation. Oui, oui, formation initiale, formation continue. Le but du jeu, c'est aujourd'hui, on a un slogan en France, c'est la formation tout au long de la vie. Il faut transformer ce slogan en réalité. Donc c'est de la formation initiale à la formation continue pour pouvoir faire face à toutes les évolutions qui vont bien. Aujourd'hui, on a un problème majeur sur ce sujet-là. Pour pouvoir le faire, à un moment donné, il faut un peu d'argent, il faut une volonté. L'État a fait en sorte que toute la négociation, en inversant les normes, on a redonné le poids au niveau des branches. Ça, c'est un premier balancier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les branches n'ont pas forcément envie de redonner du pouvoir au niveau de l'interpro pour faire de la législation. Et deuxièmement, on a quand même un président depuis 2017 qui a dit « je ne veux plus de syndicats au niveau national, je les veux dans les branches, mais surtout dans les entreprises ». Et aujourd'hui, toute la problématique, c'est comment on arrive à construire des transitions professionnelles qui ne pourront pas se faire sans les entreprises, au sens noble du terme, puisque la professionnalisation se fait dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a à un moment donné 40% quand même, c'est le ministère de l'Éducation qui le dit, des collégiens qui sortent de troisième qui n'ont pas le niveau, c'est-à-dire qu'on donne le diplôme sans niveau, et on a 15% des gens qui ont le bac. Là, c'est le brevet des collèges dont vous parlez. Et qui n'ont pas le niveau, ils ne devraient pas l'avoir, mais on leur donne. Mais le bac, c'est la même chose. Et c'est 15%. On a fait un progrès, mais il y a quand même 15% qui... Et aujourd'hui, si on veut réindustrialiser la France, il faut retrouver des compétences dures, et non pas que des soft skills. Et à un moment donné, il faut de nouveau réapprendre à... Pourtant, dans les CV, souvent que recherchent les entreprises, la soft skills ou les soft skills, je ne vais pas dire que c'est une priorité, mais c'est presque mis au même niveau qu'un diplôme. Mais c'est surtout dans le tertiaire. Sur l'industrie, c'est un peu plus difficile quand même, sinon ça... Oui, si vous aimez le bateau à voile mais que vous ne savez pas souder... Ou que, oui. c'est un peu, et pour vous dire que sur les CV, si vous regardez la Deutsche Bahn, n'utilise pas les CV. Donc l'homologue de la SNCF en Allemagne n'utilise plus les CV parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que comme les gens ne savaient plus écrire, c'était les parents qui le faisaient, donc ça n'avait pas de signification. Donc c'est juste un détail. Avec une différence énorme, c'est que la Deutsche Bahn est une société privée d'ailleurs. Oui, mais bon. Donc non, pour nous, c'est vraiment le sujet avec toutes les transitions et le niveau. On a quand même, pour finir là-dessus, on a quand même sur le niveau des salariés français par rapport à l'Europe, on est le 23e sur 24. Ouais. Si on veut remonter en valeur, il va bien falloir qu'à un moment donné, on remonte en compétences. Alors avant qu'on écoute en vidéo Bruno Chrétien, qui est un expert, je voulais vous poser une question à tous les deux. En ce moment, on parle beaucoup de métiers en tension. Métiers en tension, manque de main-d'œuvre, expliqué à la fois par la crise du Covid, par la grande démission qui toucherait jusque y compris la France. Je voulais poser la même question à Michel Monnier et à M. Foucard. Est-ce que la formation, une meilleure formation, tout au long de la vie avec les moyens financiers qui iraient en face, permettrait d'éviter, plus tard, d'avoir de nouveau affaire à des métiers sous tension de main-d'œuvre? M. Foucard et M. Monnier ensuite. Deux choses. Déjà, on n'est pas forcément en tension énorme. La DGT, DGT Trésor a fait une émission lundi dernier qui prouvait qu'à un moment donné, par rapport au niveau de chômage, on avait une tension normale. Il faut se rendre compte que d'habitude, on a entre 150 et 200 000 emplois vacants chaque mois. Là, on est monté à 360 000 pour une raison simple. C'est qu'à un moment donné, les gens n'avaient pas bougé pendant 2 ans. Donc après le Covid, ils ont voulu bouger. Une chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer, c'est qu'en même temps qu'il y a énormément de démissions pour changer d'emploi, il y a énormément d'entreprises qui licencient. Donc on peut penser qu'elles veulent changer de compétences. Ces deux courbes-là font que tout le monde demande en même temps, ce qui explique quelque chose. Mais il n'y a pas de métier excessivement en tension, à part où il y a des problèmes de conditions de travail et de rémunération, donc les HR, et sur les hauts niveaux de qualification, à un moment donné, quand vous voulez de la cybersécurité, effectivement, ça prend un peu de temps. Michel Monnier, même question rapide dans la réponse. Ancien patron de l'UNIC, donc vous avez eu un poste d'observation. Est-ce que ces métiers en tension, ils disparaîtraient si on avait une formation grâce au paritarisme tout au long de la vie efficace et financée? Je pense que c'est une condition, effectivement, mais ce n'est pas la seule. L'autre condition, c'est de s'interroger sur
la façon dont les demandeurs d'emploi sont accompagnés pour le retour à l'emploi. Effectivement, quelques métiers en tension pour des raisons de difficultés des conditions d'emploi. Comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on oriente des demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps vers ces métiers-là? Alors ça passe effectivement de façon continue par la formation tout au long de la vie sur les nouvelles compétences, les compétences nécessaires, mais je pense que ça passe aussi, et c'est peut-être ce qui est dans le plan tension que Pôle emploi doit mettre en marche, de faire ce qu'il faut pour accompagner les demandeurs d'emploi en retour à l'emploi. Maxime rapide. Dumont, un mot sur ma question. Vous voyez, vous auriez le même type de réponse que vos deux confrères, collègues? Je ne suis pas, je suis pas en opposition avec bien sûr les réponses qu'ont données mes collègues, mais on a une vision un petit peu différente effectivement à la CFTC là-dessus, dans le sens où nous on pense que les métiers en tension, ils existent, on en a, et dans des professions qu'on connaît bien, les professions du transport, tu l'as dit, HCR, hôtel, café, restaurant, mais également dans d'autres professions comme l'aide à domicile par exemple. Et là, on voit bien qu'effectivement, on est dans une vraie problématique des métiers en tension, et on arrive à résoudre aujourd'hui ces métiers en tension par de la formation réadaptée. Quand je parle réadaptée, c'est-à-dire qu'il faut revoir nos modèles de formation qu'on avait construits dans des formations, ce qu'on appelle longues. Et aujourd'hui, on voit qu'on est obligé de répondre. Je vais donner un cas très concret pour le transport routier de voyageurs, pour emmener vos enfants à l'école. On est obligé de reconstruire effectivement ces formations en laissant la sécurité, bien évidemment, des personnes transportées, en faisant que le conducteur, il puisse effectivement avoir la compétence pour conduire le bus, mais on réduit énormément aujourd'hui les temps de travail, les temps de formation de ces personnes pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la population. Donc on voit que la formation est toujours au cœur, entre guillemets, de cette réponse. Et pour y répondre, il faut avoir une formation de qualité, il faut avoir un suivi. On ne lâche pas comme ça les gens dans un métier sans avoir un suivi. Et puis surtout, avoir un bon tutorat dans les entreprises. Et on ne parle pas à ce moment-là de tutorat que pour les contrats de pro ou les contrats d'alternants, mais de tutorat également de personnes employées qui puissent être suivies dans l'activité qu'ils font. Et puis ça évite également d'avoir ce tutorat-là, ça évite également que les personnes ils aillent voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Voilà, je voulais avoir ce point, ce petit tour de table pour débuter ces rencontres sociales Toscaloupe, l'hémicycle, parce que on le voit bien, on le comprend, on l'entend sur une question comme celle des tensions de main-d'œuvre dans certains secteurs. Il ne manque pas de grain à moudre, si j'ose dire, pour le paritarisme. Alors pour autant, on voit bien, et on en a parlé dès le début en plantant le décor, que s'accumule un certain nombre de périls pour les institutions paritaires existantes, et notamment celles qui sont en charge de la gestion des retraites complémentaires. Agirc Arco. Vous avez noté que j'ai presque commencé par ce sujet. Tout ça est vu par certains comme une sorte, comment dirais-je, pour ceux qui aiment la bande dessinée, de village gaulois, vous voyez, qui résisterait à l'étatisation du paritarisme. Alors nous avons demandé à un expert, Bruno Chrétien, de répondre à une question simple, avant évidemment d'interroger Brigitte Pisa, vice-présidente de la GIRC-ARCO. Au-delà d'une manœuvre financière dénoncée par beaucoup, je le rappelle, de la CGT au MEDEF, en passant par les sénateurs qui ont voté massivement contre ce texte. Tout cela est repoussé à janvier 2024 parce que le gouvernement a un peu reculé. Le transfert d'une partie de la gestion des retraites complémentaires à l'URSSAF, c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce que ça marque la fin de l'autonomie de la gestion paritaire Agirc-Arco? Écoutez la réponse de Bruno Chrétien. Alors oui, clairement, ce transfert de cotisation porte en germe la fin de l'autonomie des partenaires sociaux sur la composante essentielle qui est de tenir les cordons de la bourse pour effectivement après prendre les décisions qui vont bien au profit des assurés, qu'ils soient cotisants ou qu'ils soient retraités. En fait, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut le remettre en perspective. Et notamment revenir à l'origine de la protection sociale obligatoire en France, on va dire après la guerre. On va remonter plus loin, mais c'est vraiment après la guerre que les choses se passent. À l'origine, il était prévu d'avoir un régime agricole et un régime général. Pas du tout les régimes spéciaux, pas du tout des régimes d'indépendants. Les régimes de salariés devaient, dans le cadre du régime général, absorber tout, les prestations familiales, la prévoyance, la santé et la retraite. Le dispositif ne se mettra pas en place puisqu'il y a une réaction dès l'époque des partenaires sociaux, et notamment du secteur public, mais aussi des indépendants. Et on va avoir, dès 1947, la création dans les régimes complémentaires de retraite, évidemment, de la GIRC, puis après, dans les années 70, de l'ARCO, pour arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, ce qu'il faut percevoir, c'est que les partenaires sociaux, ils se sont installés dans ce cadre et ils ont montré historiquement qu'ils ont su gérer. Alors, il y a bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais on a clairement eu sur la durée des partenaires sociaux qui ont su équilibrer les comptes et prendre les décisions qui allaient bien en la matière. Et puis, avec le temps, on va voir, sous la pression finalement ministérielle, avec deux grandes motivations, on va dire une volonté de rationalisation budgétaire pour le ministère des Finances, mais également une volonté de tenir de plus en plus ce dispositif. On va voir des mesures qui vont aller vers une convergence de plus en plus forte. Alors ce sera au niveau du périmètre d'un certain nombre de régimes et puis également au niveau du recouvrement. Sur le périmètre des régimes, on verra très clairement la question du RSI, du régime social des indépendants, qui va passer sur les fourches codines du régime général. On le verra avec d'autres initiatives sur des régimes beaucoup plus modestes, et je pense au régime des artistes, par exemple. Donc avec à chaque fois des opérations qui sont compliquées à mettre en œuvre et qui réduisent le périmètre en fait des partenaires sociaux. Et puis, dans le même temps, le recouvrement, on va voir sous l'influence, alors pas à l'époque déjà du fameux rapport Gardette, du nom du haut fonctionnaire qui a piloté ce rapport à la fin des années 2010, mais qui est de dire, on va avoir l'URSSAF qui va récupérer la formation professionnelle, qui va récupérer également Pôle emploi, et qui donc, finalement, en synthèse, à être amené à récupérer les cotisations des régimes complémentaires. C'est tout le débat de l'Agirc-Arrco, mais c'est dès cette année, notamment le cas de la CIPAV, hein, qui va basculer avec un recouvrement. La CIPAV est une caisse de profession libérale assez particulière dans le paysage des libéraux, mais qui va passer avec un recouvrement URSSAF. Donc vous voyez, on est dans une tendance lourde de la part de l'administration sociale et fiscale de centraliser la gestion de plus en plus sous les fourches codines de l'État, et on va trouver plein d'exemples. Je n'ai pas le temps de développer, mais si vous prenez toute la santé, par exemple, où on a progressivement mis tous les acteurs avec des dispositifs, des régimes, avec les contrats solidaires, les contrats responsables, quand vous pensez qu'en 40 ans, en 20 ans, pardon, sur les 20 dernières années, on a changé 40 fois la législation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait un changement en matière de santé, hein, je parle bien des remboursements santé, notamment des contrats collectifs, on a changé 40 fois les règles, c'est-à-dire une fois tous les 6 mois. Bon, il n'y a pas une structure qui pourrait survivre à des changements aussi permanents. Donc, pour conclure, en fait, le sujet n'est pas technique, il n'est pas que technique, il est bien sûr technique, mais il n'est pas que technique, il est d'abord politique, en termes d'organisation du secteur entre l'État, le marché, les partenaires sociaux. Et il y a même une dimension de liberté publique, puisqu'on sait bien que c'est la répartition des acteurs qui organise une forme de liberté et d'autonomie en la matière. C'est en cela que cette question du transfert des cotisations est un enjeu majeur pour les partenaires sociaux, mais aussi pour les Français. Voilà, merci beaucoup à Bruno Chrétien. Évidemment, les chiffres cités ont fait un peu sursauter les intervenants de ce plateau. Le nombre de textes législatifs autour de ces questions est considérable, mais dans ce domaine comme dans d'autres, parfois on a la grande qualité ou le grand défaut en France d'empiler les textes législatifs sur beaucoup de questions. Alors, Bruno Chrétien, Brigitte Pisa citait cette histoire de RSI, je regardais dans l'État, et en 2008, la fusion informatique précipitée à l'époque entre le RSI et les URSSAF, accompagnant la création d'un interlocuteur social unique, a quand même, on peut le dire, tourné au fiasco, hein, puisque 1,7 million d'affiliés au RSI avaient été touchés et avaient perdu complètement les pédales. Alors, c'est pas ce que je souhaite à l'Agirc-Arrco, ma chère Brigitte Pisa, mais tout de même, je posais cette question tout à l'heure avant cette intervention de Bruno Chrétien. En quoi ce transfert dont on parle, hein, c'est-à-dire à la fois du stock, le trésor de guerre de 87 milliards d'euros de l'Agirc-Arrco, plus un flux suivant les années de 60 à 80 milliards d'euros, hein, quand même, en quoi ce transfert signifierait pour vous la fin de l'autonomie de gestion paritaire du régime complémentaire? Alors, juste histoire de bien comprendre ma prise de parole. Donc là, je vous parle au nom du conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, hein, donc des partenaires sociaux qui se sont exprimés unanimement sur le fait que ce recouvrement était aujourd'hui tel qu'il était prévu, la fin, la mort de l'Agirc-Arrco. Pourquoi ? Parce que dans l'amendement qui a été prévu par le gouvernement, il ne s'agit pas seulement de reporter le transfert du recouvrement.
Le transfert du recouvrement, ce deuxième report, il est déjà prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. Donc c'est une possibilité que le gouvernement avait et qu'il aurait pu dégainer face à tous les arguments qui lui ont été opposés, le temps qu'on discute peut-être de choses un peu plus profondes. Là, il y a un nouvel amendement qui non seulement reporte le recouvrement, reporte le transfert du recouvrement, mais qui en plus donne à l'URSSAF la capacité de fiabiliser, et d'ailleurs le droit et la responsabilité de fiabiliser le droit des salariés au titre des cotisations et du régime Agirc-Arrco. Donc ça veut dire que ce que fait aujourd'hui l'Agirc-Arrco, qui est d'encaisser des cotisations, de s'assurer que le lien cotisation-droit, c'est-à-dire ce qui a été payé pour le compte 2, donne bien un certain nombre de points qui va se mettre dans un petit sac à dos Agirc-Arrco et qu'on va retrouver le jour où on part en retraite, ça c'est terminé. Or, l'Agirc-Arrco est encore l'institution paritaire dans laquelle il n'y a pas de commissaire du gouvernement. C'est ce qu'a très bien dit M. Chevet tout à l'heure. C'est le résultat d'une négociation. L'Agirc-Arrco, la retraite complémentaire, c'est un point essentiel du dialogue social. Aujourd'hui, sur les entreprises françaises, vous avez 25% des entreprises du secteur privé qui cotisent à l'Agirc-Arrco à des taux dérogatoires, qui sont en général supérieurs, de toute façon ils ne peuvent pas être inférieurs, mais qui sont supérieurs au taux légal, ou avec une répartition entre la cotisation salariée et la cotisation employeur différente. Une branche qu'on connaît très bien, de certains dans cette salle, les salariés cotisent à hauteur de 10% à l'Agirc-Arrco, l'employeur abonde à 90%. C'est un outil du dialogue social qui résulte d'un accord fondamental entre les entreprises et leurs collaborateurs. Alors, le paritarisme, dans ce que j'entends là, il donne l'impression d'être toujours en réaction de ce que fait le gouvernement. Mais ce n'est pas du tout ça, le paritarisme. Le paritarisme, c'est une proposition. Le paritarisme, c'est une négociation qui répond à un besoin ciblé. En l'occurrence, pour mon domaine à moi, celui dont on parle aujourd'hui, la cotisation de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Comment dire, celui qui paye aujourd'hui à l'Agirc-Arrco, donc vous, les salariés du secteur privé, vous, les entreprises qui cotisez, qui viennent abonder sur cette cotisation salariale, nous gérons ce régime et on s'en est plutôt bien sorti, hein, quand même. Et des fois, ça donne l'impression, on a envie de dire, on s'en est même trop bien sorti puisque visiblement le magot intéresse. Et aujourd'hui, un peu dommage Brigitte quand même. Pisa, dites-moi, pourquoi d'après vous, fort du constat qu'on a fait tout à l'heure sur, disons, ce premier quinquennat plutôt méprisant à l'égard du paritarisme, avec des leçons qui, semble-t-il, ont été tirées, visiblement, quand on écoute les représentants de l'État, sans parler du président de la République. Pourquoi, d'après vous, l'État, via l'URSSAF, qui est quand même, bon, j'espère qu'il y a pas beaucoup de gens de l'URSSAF qui nous écoutent, mais qui a un vrai problème de gestion, quoi. Enfin, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que l'État veut mettre la main sur le magot, sur la caisse, sur le coffre-fort? Pourquoi? Au-delà de la question du paritarisme, quelle est votre analyse? Je pense que ce transfert du recouvrement, cette mise, cette spoliation, ce hold-up, ce proxénétisme aggravé, on peut lui trouver plein de noms, il résulte quand même. Il faut se dire qu'au moment où on a pensé à ça, on était dans la construction de la CNRU. Ça avait du sens. Et je refuse qu'on puisse penser que... Je pense que l'URSSAF ne travaille pas bien. On n'oppose pas ce que fait l'URSSAF par rapport à ce que fait l'Agirc-Arrco. Ce n'est pas notre sujet. L'URSSAF, les moyens qui sont donnés aux personnes, aux collaborateurs professionnels de l'URSSAF font qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas faire correctement leur travail. Okay. Et c'est ce que nous, peut-être... Mais essayez de répondre à ma question, Brigitte Pisa. Pourquoi est-ce que l'État veut mettre la main sur le magot? Pourquoi faire? Mais quelque chose qui est bien géré, un paritarisme qui fonctionne. Vous me demandez ça à moi, je leur demanderai à eux. En revanche, vous leur avez demandé, je suis sûr. Non, parce que ce dialogue n'existe pas. Ce dialogue tous les arguments ont été apportés en disant ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, vous voulez mon avis? Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'argent dans ce qu'on appelle la retraite, parce que c'est quand même un ensemble de choses, et qu'on devrait se poser la question de penser à une réforme systémique, oui ou non. Est-ce que le modèle tel qu'on l'a conçu, il est pérenne?
Moi, j'ai envie de vous dire que tout le monde nous disait il y a 10 ans qu'on allait mourir, Oui, je me souviens, etc. des difficultés Voilà, des c'est la régimes catastrophe. On a complémentaires, 80 milliards de réserves. On a été capable d'augmenter les retraites de 5,12% au 1er novembre. Enfin, j'ai envie de vous dire, globalement, on gère ça. Parce qu'on est des gens qui viennent de l'entreprise privée, on gère ça comme une entreprise. Donc, on n'a pas non plus d'échéance politique. Nous sommes mandatés, les gestionnaires sont mandatés par les confédérations qui sont en charge de représenter ceux qui alimentent le régime. On n'a pas d'échéance électorale. Donc, à partir de là... nous sommes des administrateurs bénévoles, on travaille pour le bien commun. L'État n'a pas le monopole du bien commun. Alors, je vais demander son avis à Maxime Dumont, mais aussi à Jean-François Foucard sur le sujet. Mais j'aimerais revenir vers vous, forcément. Michel Monnier, bon, vous êtes membre du think tank CRAPS, mais vous avez surtout été, c'est ça qui m'intéresse ce soir, le DG adjoint de l'UNEDIC. Donc, c'est évidemment la gestion du chômage. L'UNEDIC par définition. Et vous, à l'UNEDIC, vous avez été confronté... Comment vous avez appelé ça? Captation, c'est ça? Au même type la spoliation. Alors, spoliation, si vous reprenez le titre, comment ça s'est passé? Quels arguments vous a donné à l'époque pour mettre la main sur le magot? Votre magot de l'UNEDIC. Le transfert du recouvrement des cotisations d'assurance chômage vers l'URSSAF s'est passé dans le cadre d'un mouvement très général qui était celui de la création de Pôle emploi, avec l'objectif qu'on retrouve, je crois, dans le projet de transfert du recouvrement des cotisations pour les retraites complémentaires, avec l'objectif de simplifier la vie de l'entreprise avec un interlocuteur unique. Alors effectivement... comme pour le RSI. Hein. Comme pour le RSI, ouais. Ça a mieux marché en ce qui concerne l'assurance chômage que ça n'avait marché pour le RSI. C'est compliqué de faire moins bien que le RSI. Hein. Ouais. Alors, vous posiez la question de pourquoi l'État fait main basse ou souhaite faire main basse. J'ai des idées, mais elles sont forcément fausses. C'est vous le spécialiste. Mais elles sont fausses, mais j'en suis pas très sûr, parce qu'il y a quand même pas mal d'exemples qui montrent qu'au-delà de ce qui peut se passer pour les retraites complémentaires, il y a ce qui s'est passé pour l'UNEDIC, mais il y a ce qui s'est passé l'an dernier pour les mutuelles, pour les complémentaires santé. Il y a ce qui est en train de se passer, encore une fois, pour ces mêmes organismes, et il y a ce qui est en train de se passer pour les laboratoires biologistes. Alors, ce que cherche à faire l'État, c'est certainement à débudgétiser, si je peux le formuler comme ça, une part des dépenses obligées, qui ne sont pas forcément celles qui concernent la protection sociale. C'était un des objectifs qui était annoncé dans le cadre de la réforme du système des retraites d'une façon générale. Alors, comment est-ce que ça se passe quand l'URSSAF, dont il faut louer et reconnaître la grande expertise pour recouvrer, ils sont tellement experts qu'il faut s'en méfier. Et quand on met dans les mains de l'URSSAF le recouvrement de cotisations qui relève normalement de la gestion paritaire, les partenaires sociaux en perdent la priorité. Ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait au fil de l'eau, ça se fait avec des mots. On devient du jour au lendemain attributaire. On n'est plus propriétaire des flux. On perd la capacité de la certification des comptes, c'est mis dans les mains de gens extrêmement sérieux, c'est la Cour des comptes. Donc la gestion paritaire est effectivement amputée d'une partie très significative, puisque c'est l'alimentation des flux financiers. Alors je ne sais pas si, avec le transfert du recouvrement, l'objectif premier de l'État est de faire main basse, non pas sur le magot, mais sur des réserves financières, sur des réserves prudentielles, qui permettent d'absorber les chocs conjoncturels et les chocs démographiques. Mais je pense que si le projet aboutit, il faut se méfier des modalités techniques qui font que peu à peu, la gouvernance de l'Agirc-Arrco perdra au fil de l'eau la main sur... débudgétiser. Oui, parce que c'est une façon de ne pas faire voter de crédit, soit dans la loi de finances de la sécurité sociale, soit dans la loi de finances de l'État, et d'aller capter de la ressource au motif qu'il s'agit de... Pour investir, pour désendetter l'État. Au motif qu'il s'agit de prélèvements obligatoires, ouais. D'aller capter cette ressource pour financer... Mais question que se pose, que je pense beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent se posent, c'est est-ce que ça met, alors au-delà du hold-up que vous dénoncez, Madame Pisa, est-ce que ça met en danger
les retraites complémentaires pour les 13 millions, 14 millions, je ne sais plus, de gens qui les perçoivent aujourd'hui. 13 millions de 13 retraités. Bah, si vous ne captez, je ne suis pas sûre qu'en ne maîtrisant pas nos ressources, à partir du moment où on ne les maîtrise plus, bah on ne sera plus en capacité d'augmenter les retraites complémentaires, c'est tout. Et vous avez parlé de simplification. Aujourd'hui, l'argument phare, c'est pour qu'il y ait un interlocuteur unique, la simplification pour les entreprises. Geoffroy Roux de Bézieux s'est exprimé, mais clairement, à la REF, ils n'en veulent pas, les entreprises. L'Agirc Arrco et les cotisations, alors ça, je fais un peu de crème dans le dos du MEDEF, mais les entreprises payent les cotisations de l'Agirc Arrco le 25 du mois. L'URSSAF, lui, c'est le 5 du mois. Donc déjà, pour un paquet d'entreprises, parce que c'est gros quand même, hein, le montant de la cotisation Agirc Arrco, il va y avoir un problème de trésorerie absolument évident qu'il faut anticiper. Et aujourd'hui, pour aucun bénéfice. C'est-à-dire que c'est ni bénéfique pour les entreprises, c'est ni bénéfique pour les salariés, parce que moi je suis salariée du privé, je travaille depuis que j'ai 17 ans. Je ne suis pas fonctionnaire, hein, je n'ai jamais demandé à l'État de s'occuper de ma retraite complémentaire. Alors après on vous dit oui c'est hyper compliqué la retraite, il faut qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur, les Français n'y comprennent rien. Ça c'est un peu facile. Dès que vous expliquez à quelqu'un comment... Non, c'est pas... Si, c'est faux. Quand vous expliquez aux gens et que vous les intéressez au sujet parce que ça leur appartient, vous avez 25 millions de fiches de paye par mois qui ont au moins une ligne Agirc Arrco. Vous prenez le montant de la cotisation, vous divisez par la valeur du point, vous savez combien de points vous avez dans votre petit sac à dos Agirc Arrco que vous retrouvez à 60, 62 ans, quand vous allez taper à la porte de l'Agirc Arrco, parce que la retraite est quérable, et là, vous ouvrez la porte et on vous dit, mais on vous attendait, voilà votre retraite, voilà votre carrière, et voilà tout ce que vous avez fait, et même vous vous dites, ah oui, je me rappelle bien, à 17 ans, mes jobs d'été sont dedans, mais comment vous avez trouvé ça? Eh bien, vous avez trouvé ça parce que les partenaires sociaux qui savent ce dont vous avez besoin au moment où vous partez à la retraite ont construit des systèmes de gestion qui font que on capte toutes ces informations et moi c'est ce qui me rend le plus triste parce que peut-être qu'il faut qu'il y ait un système de retraite unique. Là, si je mets une casquette CFDT, je me transforme en orange. Ma confédération est très très porteuse du régime universel, donc voilà, c'est un truc de base, c'est un autre débat, mais peut-être qu'il faut changer les choses, mais on ne les change pas au détriment et pour les mauvaises raisons. Maxime Dubon, sur le problème-là qu'on aborde, Agirc Arrco, quel est votre regard, quelle est votre analyse? C'est clair, pour la CFTC, on partage exactement. Alors, j'aurais pu prendre ton texte et puis le faire à ta place, comme ça au moins c'était très bien. On partage exactement le même point de vue, c'est un hold-up. C'est clair que ce qui se passe au niveau de l'Agirc Arrco, et c'est vous qui le disiez, monsieur, vous avez parfaitement raison. À partir du moment où on n'est plus propriétaire du flux, on ne peut plus en fixer les taux. Et ça par contre, ça parle. Alors, au-delà de savoir le mécanisme, comment ça marche pour le Quidam, on s'en fout de ça. Le Quidam, il ne veut pas connaître le mécanisme. Ce qu'il veut savoir, c'est en retraite, je vais avoir combien. Et le je vais avoir combien, tu l'as parfaitement dit, Brigitte, effectivement, je vais avoir combien parce que je sais calculer mon point, je sais combien je vais avoir. Il suffit de demander à l'Agirc Arrco, il vous le donne, le point, il vous dit voilà, ta référence, c'est ça. Et comme on a fixé ensemble le taux, et un taux, bien évidemment, qui suit les courbes de l'État actuelle de la France, c'est-à-dire pour vivre correctement de sa retraite, c'est ça qui compte. Et ben c'est nous qui le fixons, les partenaires sociaux. Et là, on sait quand il faut réévaluer, et c'est pour ça que le magot, l'enveloppe qu'on a, eh ben, on ne pourra plus le faire. On pourra plus le faire. Et l'État, malheureusement, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois qu'on a vu l'État qui s'est approprié des biens que les partenaires sociaux ont mis en place. Je vais en donner un tout simple, qui s'appelle le 1% logement. À l'époque, c'est un autre sujet, qui maintenant, également voilà. Et ben, dès qu'il a mis la main sur le magot, parce que c'était pas soi-disant assez utilisé, pas assez connu, j'en sais rien. Dès qu'il a mis la main, je reprends votre terme, sur le magot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 fois 500 millions dans la caisse. Et 2 fois 500 millions dans la caisse, pas pour s'en servir, pour faire du logement social aux personnes qui en avaient besoin, mais pour s'en servir ailleurs. Et ben, c'est ce qui se passera malheureusement là avec les fonds de la retraite. Un mot et ensuite j'aimerais entendre Jean-François Foucard. Est-ce que tu sais qu'Action Logement Service est devenue une ODAC depuis le 1er juillet, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Action Logement Service, en devenant une ODAC, qui est une classification donnée par l'INSEE, organisme indépendant. Bref, Action Logement ne peut plus emprunter au-delà de 12 mois sans passer par France Trésor, ce qui veut dire que la capacité d'emprunt d'un organisme comme Action Logement, qui construit des logements, cotisation uniquement patronale pour loger les salariés à des tarifs accessibles, c'est fini. On vient de perdre encore un bastion
du paritarisme. Et ça, globalement, ça veut dire que là, alors même si on nous garantit que personne touchera la gestion, on sera libre de faire ce qu'on veut, on sera en fait dans une espèce de cage dont nous ne maîtriserons plus l'ouverture de la porte, la nourriture qui rentre. Et enfin, on ne peut pas être optimiste. Voilà, on ne peut pas être optimiste avec ça. Et d'ailleurs, c'est quand même un... Quand on entend, mais ne vous inquiétez pas, on ne touchera pas à vos ressources, et qu'on nous dit, quand on discute avec, mais dites-nous, combien les entreprises vont nous payer tous les mois la retraite complémentaire, la réponse qui nous est donnée, je ne peux pas vous dire qui me l'a dit, parce que sinon je vais peut-être avoir des ennuis, c'est, mais madame, vous n'avez pas besoin de savoir qui a payé. Ah bah écoute, si, un petit peu quand même, parce que c'est en fonction de ce que je paye. Oui. Que j'ai des droits. Bon, donc si vous, je ne sais pas combien on a payé Michel pour moi... Monnier, un mot, mais rapide, parce que je veux entendre aussi Jean-François Foucard de CFE-CGC sur le sujet. Oui, non, enfin, ce que je veux dire, c'est que si ce projet aboutit, c'est effectivement mettre le doigt, une fois encore, que les partenaires sociaux vont mettre une fois encore le doigt, forcé par l'État, dans le phénomène que M. Éric Chevet disait, c'est-à-dire cette fiscalisation progressive de l'ensemble de la protection sociale. Par ce fait-là, on perd la notion de sécurité sociale, d'assurance sociale et d'assurance professionnelle, puisqu'il s'agissait de couvrir au départ des risques professionnels. Et je pense que le coup d'après, dans le cadre de ce mouvement de fond, c'est la disparition du budget de la sécurité sociale et c'est sa fusion avec les comptes de l'État. Si les cotisations sociales disparaissent au fil de l'eau, elles sont remplacées par les impôts, elles sont remplacées par les taxes, et il n'y a plus d'identité de la protection sociale. Et je pense qu'on est à une des étapes de ce mouvement de fond, qui a concerné l'UNEDI, qui concerne à chaque fois un nouveau des dispositifs de la protection sociale. Jean-François Foucard. Je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est qu'à un moment donné, au niveau européen, il faut rentrer entre guillemets dans les standards. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des engagements au niveau de l'Européen. Le président de la République ne parle que de souveraineté européenne. Oui, donc globalement. Mais il y a quand même un modèle et par rapport, on est un peu décalé entre guillemets par rapport aux standards et ça déplaît. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce qu'il y a derrière, c'est la création entre guillemets de la grande protection sociale. Et comme il vient d'être dit, c'est de passer quand même d'un modèle assurantiel à un modèle de solidarité. Et le fameux en même temps, c'est en même temps vous aurez la solidarité, donc je nationalise. Et en même temps, vous pourrez, si vous avez des moyens, prendre une assurance privée. C'est privatisé. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai nationalisation et baisse pour tout le monde, universelle. Et puis, après, pour ceux qui auront les moyens, ils iront prendre une complémentaire. C'est le fameux libéral. Et on est là-dedans. Pour l'assurance chômage, je vous prédis que d'ici moins de 5 ans, on y sera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura un niveau relativement bas, voire forfaitaire. Et l'assurance va être terminée. De toute façon, le président ne veut plus, et ça ne date pas que lui, parce que si vous prenez l'assurance chômage, vous voyez que depuis le milieu des années 2000, en nous empêchant de créer des réserves, en nous mettant un certain nombre de choses à chaque fois qui arrivent, à un moment donné, il y a une accélération forte. Et comme vous l'avez dit, madame, ça va être capté, le truc universel. S'il n'y avait pas eu le Covid, on ne se poserait pas la question de l'Agirc Arrco. Ça serait déjà terminé depuis 2 ans. Donc globalement, ça serait fini. Et on voit bien que ces étapes-là, il y avait même un débat en 2019. On avait promis, entre guillemets, dans les cabinets, que pour les élections de 2022, il devrait y avoir le revenu universel avec un package complet, non pas que du chômage, mais éventuellement du logement, parce que ça permettrait de diminuer entre guillemets, l'argent qui est dépensé, pour avoir une maîtrise complète au niveau du gouvernement, enfin de l'Assemblée nationale sur le budget. Je rappelle que pour la retraite complémentaire, ils veulent aller qu'à 12% du PIB, nous on est à 14%. 2 points de PIB, c'est quand même 50 milliards, donc un peu plus de 50 milliards. C'est un détail, mais ça ne fait pas... C'est un détail pour vous, mais pour moi, ça compte beaucoup. Voilà, donc on voit bien qu'à un moment donné, pour la maîtrise, pour rentrer globalement, au niveau de la protection sociale dans son ensemble, dans la norme, entre guillemets, la norme de ce qui se fait en Europe. Alors, pour terminer tout à l'heure, et peut-être vous pouvez d'ores et déjà y réfléchir, mais je vais interroger Maxime Dumont sur le paritarisme et son évolution. Peut-être qu'on peut s'interroger globalement à la fin de cette émission sur qu'est-ce qui va se passer pour vous, acteurs du paritarisme, avant janvier 2024. Est-ce que vous vous contenterez de dénoncer, d'être un peu sur la défensive face à ce que vous appelez un hold-up, Madame Pisa, ou bien au contraire, est-ce qu'il va y avoir une sorte de mobilisation des acteurs sociaux
pour essayer, donc plus offensive, une stratégie plus offensive, pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Mais avant, Maxime Dumont, on a commencé tout à l'heure en disant une crainte pour certains, pour d'autres, c'est plutôt un avantage, l'étatisation du paritarisme. Bon. Mais aujourd'hui, quand même, est-ce qu'on peut exclure l'État du paritarisme? Est-ce qu'il n'y a pas un tripartisme? Est-ce qu'il n'y a pas un quadripartisme avec les régions à mettre en place? C'est-à-dire ne pas laisser les acteurs sociaux actuels, entreprises et salariés, seuls face avec l'État, mais avoir un lieu plus complet dans lesquels les régions ou les collectivités locales, qui se plaignent beaucoup d'avoir toujours plus de fonctions mais moins de moyens, auraient toute la place dans ce nouveau lieu du paritarisme. Alors, c'est une question qui est un peu complexe parce que aujourd'hui, donc effectivement, le paritarisme, je vais vous régler simplement en 3 niveaux. Il y a le paritarisme de gestion classique avec les GPS, les groupements de protection sociale, où là, c'est vraiment les partenaires sociaux qui gèrent. Vous avez le paritarisme que vous appelez, et c'est comme ça qu'il s'appelle, le tripartisme, qui se fait au niveau de région, de la région. Oui. Et là, vous avez les partenaires sociaux et la région. C'est les CREFOP, c'est les conseils régionaux, c'est les CRDFOP pour la formation professionnelle. Tout ça, ça se fait au niveau, effectivement, d'un tripartisme. Et puis, vous avez le quadripartisme, dont aujourd'hui, on connaît un peu la pierre angulaire, c'est France Compétences, par exemple, où vous avez l'État, les régions et les partenaires sociaux. Le problème de cette gestion du paritarisme, on a toujours l'impression qu'en fin de compte, c'est une bonne bande d'amis qui vont discuter entre eux et qui vont trouver les solutions pour le meilleur. Sauf que quand on est dans le quadripartisme, il ne faut pas croire que l'État a le même poids que les partenaires sociaux et a le même poids que les régions. Lorsque une décision est prise par l'État, vous pouvez faire très bien une alliance avec les régions en disant « Attendez, là, sur ce point-là, on n'est pas d'accord, les régions ne sont pas d'accord. La région de France, les partenaires sociaux, employeurs et salariés ne sont pas d'accord. » Eh bien, normalement, vous vous dites « Bon, 3 sur 4, c'est plié. » Absolument pas, parce que l'État est quand même celui qui, à ce moment-là, dirigera. Et l'État va décider avec le poids de l'État. Et le problème de l'État, dans ce qu'on a vu tout à l'heure ou ce qu'on dit maintenant, c'est que la tampologie de l'État par rapport aux partenaires sociaux, nous, on est de 1945, nous, on est de l'après-guerre. On a créé tous des systèmes et on les mène sur le temps long, le temps très long. Alors que l'État le mène par rapport à une politique gouvernementale qui est faite et par rapport à une personne qui est élue. Et qui est élue pour 5 ans. Et qui changera. Et qui changera. Donc le problème, c'est un problème de temporalité qui se fait. Et ça vient se heurter avec les partenaires sociaux. Et c'est pour ça que sur plusieurs niveaux, effectivement, on voit bien que la tentative de l'État, c'est d'affaiblir la force des partenaires sociaux là-dessus, de reprendre le précaré sur ce qu'ils estiment être au niveau du gouvernement fondamental, on le voit là, et effectivement d'arriver à diriger Maxime tout seul. Dumont, j'entends ce que vous dites, mais on a aussi parfois le sentiment, dans des négociations qui ne sont pas forcément celles dont on parle ce soir, que les représentants patronaux et que les représentants salariés n'arrivent pas à se mettre d'accord, que tout le monde se renvoie l'origine de l'échec ou du non-succès, et qu'au bout d'un moment, il faut bien que l'État tranche. Oui, alors c'est une particularité française, ça, parce qu'on a beaucoup de syndicats avec beaucoup de différences, de divisions. Pas suffisamment représentatifs. Il n'y a pas suffisamment représentatifs, certainement. C'est pareil du côté patronal, pas suffisamment représentatifs non plus, et ils sont aussi épars, comme nous. Mais ça fait partie de l'histoire française, ça, par contre. C'est ça qui nous a créés, quand même. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les partenaires sociaux qui signent des accords. Un accord qu'on a signé, l'ACNI, l'accord cadre sur la formation professionnelle, qui lui dit très clairement qu'on veut un lieu du paritarisme qui soit un lieu quadripartiste, oui. Donc là où on aura effectivement l'État, les régions, les partenaires sociaux. Mais à poids égal. Mais à poids égal. Ben oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Ce qui permettrait effectivement non seulement de pouvoir avoir une discussion sincère et réelle entre nous et de pouvoir avoir de la négo, parce qu'aujourd'hui on a plus quand même de concertation que de négociation, c'est le moins qu'on puisse dire. Là on aurait vraiment de la négociation. Et puis surtout à poids égal, c'est pas non plus suffisant. Il faudrait obligatoirement qu'il y ait une minorité de blocage, parce que sinon il suffit que des intérêts conjoints, je vais prendre comme ça au hasard, l'État et les régions se mettent d'accord et les partenaires sociaux, au revoir Clara, on ne vous voit plus.
Donc il faudrait aussi qu'il y ait des minorités de blocage qui permettent la vraie négociation pour rechercher le compromis acceptable. C'est ça, la négociation, ce n'est que ça, c'est le compromis acceptable. Est-ce que ce qui était vrai au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en termes de paritarisme, de négociation, de concertation, pour vous, je m'adresse à vous parce que vous êtes conseiller CFTC, confédéral, mais est-ce que tout ça est encore valable, est encore fonctionnel, est encore efficace ? Ben, contrairement à ce qui peut être dit aux idées reçues, je ne pense pas qu'on soit has-been. Voilà. Ok. Non, mais je n'ai pas dit que vous étiez has-been. Je pense qu'on a encore, des choses à dire. Vous savez, quand il y a un député qui nous convie à venir discuter avec eux sur un sujet quelconque, la première chose qu'il nous demande, c'est est-ce que vous êtes représentatif ? Le plus petit des syndicats représentatifs au niveau confédéral, c'est le mien. 124 000 adhérents. Le plus gros des syndicats, le plus gros des partis politiques ne le font pas. Voilà, qui est représentatif. Ils sont élus sur le suffrage universel, nous aussi. Ok. Oui. À un moment donné, il y a un mélange des genres, parce que Monsieur Foucard. Le paritarisme, il y a un besoin, il y a une contractualisation entre des gens, et il y a un financement dédié. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il est dédié. C'est-à-dire qu'il ne change pas au gré du temps, et il y a du temps long. Aujourd'hui, on emploie le tripartisme ou le quadripartisme. En fait, c'est ni plus ni moins pour une volonté de captation et d'écrasement. À un moment donné, si on faisait du vrai tripartisme ou quadripartisme, à un moment donné, c'est une question de synergie. C'est-à-dire qu'on amène nos moyens par rapport à... on fait partie de l'équation et d'autres géreront. Mais en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne négociez pas avec l'État. L'État, il impose. Il impose aux régions, parce que éventuellement, ils ne peuvent pas avoir du financement. On voit qu'à un moment donné, c'est faussé. C'est soit on est dans une équation où on peut apporter quelque chose et on nous laisse notre autonomie dans le cadre qu'on apporte. Juste ça, ça serait déjà beaucoup. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une volonté de main basse. Tout le monde veut exister. En fait, le problématique, c'est que les régions veulent exister. L'État veut dire, mais non, vous n'êtes pas assez bon, donc je vais vous mettre un cadre contraignant et je contractualise avec vous en vous disant, vous aurez de l'argent si vous faites ci. Et après, les partenaires sociaux, une fois que les politiques se sont mis d'accord, à un moment donné, comme Maxime l'a dit, à un moment donné, les autres joueurs, sur un moment donné, ils peuvent tourner. Aujourd'hui, tu seras ministre, demain, c'est toi, demain, c'est moi. Donc, le système est vicié sur la base. C'est quelle est la définition, comme Madame l'a dit, au niveau du paritarisme dans son ensemble, au niveau social. Qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnement au niveau social? Et c'est là-dessus qu'on pourra se baser. Aujourd'hui, en utilisant des mots qui en fait sont des phonés pour pouvoir écraser quelque chose, ça n'a pas de sens. Ça ne marchera pas. Alors, il nous reste 10 minutes avant de terminer ces rencontres sociales Toscaloupe, l'hémicycle. Voilà, je vous avais posé un peu, comme quand on est en terminale ou qu'on passe un examen, la question suivante pour terminer. Alors, je vais commencer avec vous, Brigitte Pisa. Donc, 1er janvier 2024, bon, là, la réforme Agirc-Arrco, elle est repoussée dans le temps, sans doute devant la mobilisation. Au-delà de la défensive et de ce que vous avez dénoncé tout à l'heure de manière, on ne peut plus claire, quelle est l'étape suivante? C'est pour vous une mobilisation des acteurs sociaux, des acteurs syndicaux du paritarisme? C'est une discussion en off ou en on avec le gouvernement ou l'État? Quelle est la phase suivante? Dans mes rêves de syndicaliste, je rêverais d'une mobilisation concertée des gens qui sont concernés par ça, c'est-à-dire les salariés du privé. Voilà, quelque chose. Prendre conscience que là, on est quoi, c'est un référendum? Ah non. Moi, non, je ne sais pas comment vous consultez les salariés du privé. Je ne les consulte pas, là, je leur demande de se mobiliser. Ah, d'accord. Ok. Voilà, je vous l'ai dit, c'est dans mes rêves. Parce que peut-être que je suis le nez dedans et très, très concernée, donc je comprends l'enjeu. Ça, c'est parce que voilà, j'ai appris ce que c'était que le paritarisme. On n'est pas avec un gène paritaire, ça s'apprend. Et on se rend compte que c'est une alternative à l'étatisation. Il faut faire savoir. Je pense qu'il y a peu de Français, pardonnez-moi, qui savent ce qui est en train de se passer sur D'ailleurs, quand on dit flux Estog, vous voyez, moi je dis le magot de l'Agirc-Arrco. Il y a peu de Français qui savent ce qui est en train de se passer. Nous avons alerté, il y a quand même une majorité d'élus de la République écrasante au Sénat qui a rejeté l'amendement. Donc vous me dites, certes, les Français... Il y aura une navette et c'est l'Assemblée qui décidera. Oui, mais ça montre bien quand même... Dans le coin ça montre bien quand même qu'il y a à un moment donné des élus de la République qui ont compris qu'il y avait un vrai sujet et qui ont montré, parce qu'ils sont élus du peuple, ils ont montré qu'il ne fallait pas se laisser faire. Ok, donc mobilisation des salariés du privé.
D'ici janvier 2024. Mais je pense qu'il faut continuer à essayer de convaincre, il faut continuer parce que je crois que ça c'est dans l'âme du paritarisme de discuter, mais aujourd'hui nous n'avons pas cet espace de discussion, nous avons un espace de concertation. Donc, qui est complètement. C'est le ça, c'est la mobilisation, c'est le numéro 1 dans votre classement. C'est Disneyland il y a un Paris. numéro 2 ou il y a un autre rêve, la vice-présidente de Pisa. Non, je ne suis pas vice-présidente de Pisa, je suis vice-présidente de l'Agirc Carco. C'est pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que classement 1, classement 2, ça vous fait penser à quoi? Ah oui, l'enquête. Classement Pisa. Oui, Voilà. classement Pisa. Alors, classement, votre premier argument, mobilisation des salariés. Oui, pour montrer que ce n'est pas le truc à faire maintenant, que ça ne sert à rien, c'est demandé par personne, ça ne sert qu'à un gouvernement qui, globalement, est une équipe de bons camarades en CDD. Donc, ce n'est pas son job de faire ça maintenant. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse... Donc, ils vont abandonner tout seuls en janvier 2024, ils penseront à autre chose. Il faut expliquer, je pense, Olympiques. Il ne faut pas être en réaction, il faut être en proposition. Okay. Il faut expliquer pourquoi ça n'est pas le bon moment et que ça n'est pas dans l'intérêt des gens. Il ne faut pas non plus oublier que nous, dans le paritarisme, nous nous entendons et nous nous concertons et nous négocions dans un intérêt commun. Okay. Merci, Madame Pisa, de votre classement. Donc, Monsieur Monnier. Mon classement, je ne sais pas si c'est un classement. Alors, défensif, offensif. Si on part du principe que c'est un scandale, un hold-up financier, vous avez vécu ça, comment agir? Alors, moi, je ne parle pas en tant que partenaire social. Je parle en tant que peut-être partenaire des partenaires sociaux, compte tenu du parcours professionnel. Alors, d'ici 2020... Et puis du think tank dans lequel vous êtes. Et du think tank, bien sûr. Donc, d'ici 2024, que peuvent faire les partenaires sociaux? Je pense qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé ce soir, qui est celui de l'accord de modernisation ou de refondation du paritarisme. Avec cet accord, les partenaires sociaux affirment leur volonté de, entre guillemets, sortir, si je peux reprendre cette formule-là, sortir d'un paritarisme de soumission en présentant un agenda social autonome et en traitant de façon un peu plus systémique que ce que ça l'est aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs dont ils ont encore la responsabilité. Alors je rebondis sur un terme qui était employé tout à l'heure. Est-ce que les partenaires sociaux sont un village gaulois? Si c'est un village gaulois, c'est un très beau village gaulois, parce que je ne pense pas qu'ils défendent, que ce soit une défense corporatiste. Ils défendent effectivement, on le disait, la création de droits sociaux. Alors, d'ici 2024, au-delà de cet agenda social, moi, je me permets de dire que je trouve qu'il manque dans cet accord, effectivement, la capacité d'une prise de parole de la gestion paritaire qui ferait un état des lieux de la bonne gestion. Ça a été dit par M. Chrétien tout à l'heure, s'agissant de la gestion du dispositif de retraite complémentaire. Je dis un mot sur l'assurance chômage. On a mélangé, avec de faux débats, avec de mauvaises critiques, on a mélangé ce qui relevait de l'indemnisation du chômage et ce qui relève des comptes de l'UNEDIC. L'indemnisation du chômage est structurellement bénéficiaire, elle n'est que conjoncturellement déficitaire, alors que les comptes de l'UNEDIC sont, eux, structurellement déficitaires parce que les partenaires sociaux ont dû accepter de financer des politiques publiques. Donc, une prise de parole des partenaires sociaux pour faire l'état des lieux de la bonne gestion paritaire. Je pense que si c'est une mobilisation, j'appelle ça une mobilisation, mais une mobilisation des partenaires sociaux eux-mêmes face à l'État pour parler d'une voix unique de ce qu'est la bonne gestion paritaire. Et j'en termine là, de se recentrer sur le périmètre pour lesquels ils sont légitimes, c'est-à-dire assurer les risques qui relèvent de la relation de travail. Merci beaucoup, M. Monnier. Un mot, M. Foucard, et un mot, M. Dumont, sur ce sujet, en n'oubliant pas que dans le village gaulois, il y a un Gaulois réfractaire célèbre qui avait de la potion magique. Hein. Oui. Astérix. M. Foucard. En fait, je pense qu'il y a deux volets. Ce qui vient d'être dit, c'est que depuis 70 ans, en fait, on n'a pas fait assez de publicité sur la capacité de... Qu'est-ce que c'était le paritarisme? Et il y a plein de gens qui ne savent pas qu'éventuellement l'UNEDIC ou c'est les partenaires sociaux, parce qu'ils ne s'imaginent pas qu'on sait gérer des milliards. Donc ça, c'est le premier axe, sur la communication, avec un deuxième axe, où à un moment donné, expliquer où on va. C'est-à-dire qu'on passe de l'assurantiel à la solidarité, sans l'avoir dit. Théoriquement, ça devrait être... au niveau des politiques, parce que ça change grandement les choses, ça devrait être à découvert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vote ça. Après, c'est de prendre son courage à deux mains,
du parti, au niveau des syndicats, on devrait y arriver, quoique, il faudrait voir. Mais sur la partie patronale, c'est toujours ambigu, puisqu'il y a toujours un certain nombre d'allègements de charges. Et donc, il faut aller à la confrontation. Si on veut vraiment faire des systèmes, il faut vraiment aller à la confrontation. C'est-à-dire que rien ne va se faire sans rien. Donc, est-ce qu'on y arrivera? On vient de le voir, mais c'est ça les enjeux. Il y a une fenêtre de tir qui est en gros jusqu'à 2024. Après, je pense qu'entre les deux, il y aura déjà l'UNEDIC qui aura tombé avec France Travail. Parce que le 1er janvier 2024, il y a France Travail et je pense qu'il va se passer des choses. Deuxièmement, il y aura donc la retraite complémentaire. Si on perd la retraite complémentaire, en fait, au moins, on partira d'un postulat beaucoup plus simple, c'est de reconstruire quelque chose puisqu'il n'y aura plus rien et on pourra reprendre la main tranquillement sur autre chose. Oui, alors pour la CFTC, très clairement, on ne croit pas au grand soir. Donc n'attendez pas qu'on vous dise qu'on va faire des grandes manifestations avec tous les citoyens qui vont partir en retraite. Les gens qui vont partir en retraite, ils sont sur la retraite au moment où ils y partent, pas avant. Voilà. Donc nous, on est régaliens. On pense qu'il y a des endroits où on peut effectivement travailler. On l'a vu avec le Sénat. Donc on va contacter effectivement, on a 1 an pour le faire. Donc la communication en 1 an, c'est très compliqué sur le grand public. C'est même impossible. Donc on va aller au niveau de nos représentants de l'État, que ce soit l'Assemblée nationale ou que ce soit le Sénat. On va également demander au CESE qui se saisissent, la 3e chambre, qui se saisissent effectivement de ce dossier et qui puissent le porter, puisque le CESE sert à ça auprès du Premier ministre quand même, à donner effectivement les dossiers comme ça. Et puis n'oublions pas qu'on a aussi un point sur lequel on peut quand même travailler, c'est le fait de dire que l'État ne peut pas gérer tout seul, il y a aussi les corps intermédiaires, et que ces corps intermédiaires, ils ont prouvé qu'ils avaient une réalité et une nécessité dans le pays. Voilà, madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ces rencontres sociales. Toscalou avec l'hémicycle, c'était évidemment passionnant, éclairant et pédagogique. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Merci beaucoup.